Qu'est-ce qu'on s'emmerde ici? Allez, on tiendra bien jusqu'au printemps. Bon sang. Quel carburant cette vodka. Pourquoi ils ont foutu ça ici, putain? C'est peut-être pour faire des chiottes. Allons-y. Ce jour-là, Kostia, un de nos protagonistes, fêtait son anniversaire. Kostia a 50 ans, une bonne raison pour boire des potrons minets dans son bistrot préféré, chez Fyodorovitch. Je bois à ta santé. Fous-moi la paix. À ta santé. Je te souhaite plein de bonnes choses. Je te souhaite que du bonheur. Tu vas me lâcher, putain. Pour quelqu'un qui boit comme un Russe, 50 ans est un âge à marquer d'une pierre blanche. L'espérance de vie des hommes russes est inférieure de 15 à 17 ans à la moyenne de l'Europe occidentale. Tout ça parce qu'ils font honneur au produit national numéro 1, la vodka. S'intoxiquer avec de l'alcool industriel, geler en état d'ivresse, tomber par la fenêtre ou gâcher sa vie sont quelques-uns des passe-temps favoris de millions de Russes. Jusqu'à 5 heures de l'après-midi, Kostia et son meilleur ami Sacha, surnommé la douane, ont vidé 4 bouteilles de vodka. Sacha tenait encore sur ses jambes lorsqu'il a reconduit Kostia chez lui, dans le village. Mais le lendemain, adieu Sacha. Après avoir réchauffé sa gueule de bois matinale, il est passé sous les roues d'une voiture. Je te ramène chez toi, putain. Sacha avait 41 ans. Il n'avait ni femme ni enfant. Son père, sa mère et ses frères de beuverie l'accompagnent à sa dernière demeure au sortir de chez Fyodorovitch. Si la Russie a des secrets, la vodka est l'un des mieux gardés. Cet alcool bon marché, simple à produire, est certes fabriqué dans plusieurs autres pays. Mais il n'y a qu'en Russie que la vodka est devenue à la fois symbole et mythe national, moteur de l'économie et de la politique, et instrument de pouvoir. La vodka est le ressort invisible des bouleversements les plus importants de l'histoire de la Russie. Le vin chaud, qui sera par la suite baptisé vodka, a fait son apparition dans la vie quotidienne des Russes il y a près de 5 siècles. Sa production se concentre alors dans la principauté de Moscou, la première à avoir perçu l'importance stratégique de ce nouvel alcool. Ce qui est sans doute à l'origine de la vieille rivalité entre les provinces russes. Grâce aux recettes provenant de ces distilleries, la Moscovie prend de l'ascendant sur les autres principautés et unifie la Russie sous son autorité. Depuis 5 siècles, en Russie, tout ce qui touche à la vodka est affaire d'État. Dès le départ, le gouvernement réglemente sévèrement la vente de vodka et transforme cette boisson populaire en pilier de l'État. Au cours des 4 derniers siècles, les bénéfices du monopole de l'alcool ont constitué jusqu'à 40% du budget national. Pour un Russe porté sur la boisson, le lundi est le pire jour de la semaine. D'un côté, la tête en plomb ne rêve que de continuer à faire la fête. De l'autre, les poches vides rappellent à des considérations plus matérialistes. Kostia travaille au bistrot chez Fyodorovitch, situé à mi-chemin entre Moscou et Ryazan.
Liev est un intellectuel de Saint-Pétersbourg. Comme tous les travailleurs intellectuels de la Russie actuelle, il fait 36 choses à la fois. Il écrit des articles de journaux et des scénarios, fait des petits boulots pour la télévision et enseigne l'histoire dans un lycée. Rostislav est PDG d'une grande entreprise de production d'électricité. Tous les matins, il se rend dans un centre d'affaires de Moscou et rentre tard chez lui. Seule distraction dans cette vie bien réglée, les voyages d'affaires et les sorties entre amis. Les gens sobres n'ont pas la vie facile ici, car l'idée subsiste, je ne sais pas pourquoi, peut-être nous vient-elle des années 30, que celui qui ne boit pas a forcément quelque chose à cacher. La situation a beaucoup changé, bien sûr, ne serait-ce que par rapport à la fin des années 80 ou au début des années 90. À cette époque, négocier consistait avant tout à boire avec son partenaire commercial. Cela assurait au moins pour moitié une conclusion favorable de l'affaire. Aujourd'hui, ça n'a plus la même place. Ce n'est plus un facteur décisif. Mais en province, on considère toujours que si on n'a pas bu, on n'a rien fait de bon. Je suis né en 1950. J'ai donc 2 ans de plus que le président Poutine. Quand j'ai eu 18 ans, les tanks sont entrés dans Prague. C'était une époque difficile, les gens buvaient. Ma génération a réussi à se convaincre qu'en Russie, ou plutôt en URSS, on pouvait boire et être quelqu'un d'irréprochable. On a bu du vin tant qu'il y en avait. Ensuite, on est passé à la vodka, ce qui était en partie un geste politique. La vodka était considérée comme la boisson du prolétariat. En même temps que Stalingrad, l'armée rouge mène d'autres opérations d'envergure, en particulier la percée du blocus de Leningrad. Arrête de bavarder, tu veux bien? Ces images seront montrées non seulement en Russie, mais dans toute l'Union européenne. La Russie doit faire son entrée dans l'OMC et assouplir son régime de visa avec l'Europe. C'est dur de bosser avec la gueule de bois. Comment vous expliquer? J'ai peut-être hérité ça de mon grand-père. Je le voyais souvent sous et j'avais envie de lui ressembler. À partir de 12 ans, j'ai commencé à boire un petit peu. On se saoulait à mort. On sent un état de bien-être dans tout le corps. On se détend complètement. On devient tout mou. Dommage qu'il n'y ait pas de neige. Quand il y en a, ça fait un verre de plus. L'alcoolisme était déjà le loisir préféré des Russes bien avant l'apparition de la vodka. Mais c'est elle qui l'a promu au rang de fléau national. Il a décimé des villages entiers. Des incendies allumés par des ivrognes ont détruit la moitié de Moscou. Sous l'emprise de l'alcool, les bas-fonds de la ville se sont mutinés. Conscient que la violence éthylique échappe à son contrôle, l'État tente régulièrement, mais sans conviction et toujours sans succès, de réprimer l'ivresse publique. L'offensive la plus radicale contre l'alcoolisme en Russie remonte au dernier tsar russe, Nicolas II. En 1914, au début de la Première Guerre mondiale, il interdit aux cafés d'État de vendre de la vodka. Bilan, les recettes budgétaires diminuent d'un tiers, l'inflation explose, l'approvisionnement en produits alimentaires a dératé. Partout se développent des distilleries clandestines et tout le monde fabrique sa vodka maison, le Samagon. Trois ans après le début de la prohibition, c'est la fin de l'Empire russe.
L'attaque du palais d'hiver, qui marque l'avènement du bolchevisme, est ainsi motivée, entre autres, par les rumeurs selon lesquelles ces caves regorgent de spiritueux. Pour citer Trotsky, le palais d'hiver est pris 2 fois. Une première fois par les travailleurs et les marins pour faire la révolution, une seconde fois par une masse d'assoiffés qui assaillent les sentinelles pour piller les réserves d'alcool du tsar. La vodka s'est penchée sur le berceau de l'Empire russe. Elle l'a aussi mené à sa perte. Comment elle est, la Russie? Elle est grande. Tu comprends ça? Tu n'arriveras jamais à saisir l'homme russe dans sa totalité. Rappelle-toi bien ça. Jamais. La Russie a bu, la Russie boit, la Russie boira. Peu importe les générations. Souviens-toi bien de ça. Viens ici, sale bête. On y va. On va faire une super promenade d'achat. Tu n'as que des cornichons? J'ai aussi du poisson séché. Voilà. Buvons à la santé de Tchavakinski, qui nous a construit cette église. On ne videra pas la bouteille de vodka. On ne va pas se saouler dans la rue. Il en reste pas mal. Gardons-la pour plus tard. On se saoule pas? L'un des premiers décrets du régime soviétique consiste à interdire le commerce de la vodka. Les chefs de la révolution prolétarienne considèrent la vente de vodka comme une coutume du passé aussi néfaste que la propriété privée ou la religion. Dans leur lutte sans merci contre les reliques du passé, les communistes détruisent et ferment des milliers d'églises et éradiquent presque totalement la propriété privée. Mais ils restent impuissants face à la vodka. Malgré la prohibition de l'alcool qui demeure officiellement en vigueur jusqu'à la fin de la guerre civile en 1922, travailleurs et paysans ne connaîtront jamais la sobriété, y compris durant les années de famine du communisme de guerre. Les militaires pillent les dépôts de vodka. La population civile distille du samagon à l'échelle industrielle. Les bolcheviks intransigeants sont bientôt contraints de faire marche arrière. En 1922, le gouvernement légalise la vente de vin et de cognac. Un an plus tard, toutes les liqueurs et les alcools de fruits titrant jusqu'à 30 degrés sont autorisés. En 1925, apparaît la Rikovka, une célèbre vodka à 40 degrés que le peuple a baptisée d'après un ancien Premier ministre, Alexei Rykov. La Rikovka est vendue au prix très abordable d'1 rouble la bouteille de 50 centilitres. En 1928, la vodka redevient la principale source de revenus de l'État, mais cette fois au service de l'industrialisation socialiste. Ça va être la première prise de contact. Dans ce cas-là, il est tout à fait normal d'offrir une bouteille de vodka, de cognac ou de whisky. On l'offre en disant « Voici un cadeau de notre société ». Et c'est tout. Il ne m'est arrivé qu'une fois dans toute ma carrière de me l'avoir refusé catégoriquement. En général, le client vous remercie et se dépêche de la cacher dans un coin ou de la glisser dans un tiroir.
Ce n'est pas considéré comme un pot de vin. C'est plutôt comme si on lui donnait notre carte de visite. J'espère que l'accueil ne sera pas trop chaleureux et que je n'aurai pas à boire avec le client. Il y a toujours des situations où l'on est obligé de boire, bien sûr. Je ne sais pas pourquoi, mais il existe en Russie des critères relationnels qui font que si on boit avec quelqu'un, on est tout de suite plus proche et qu'il est plus facile de traiter avec cette personne. La logique est très simple. On veut toujours savoir si le contractant ne mijote pas un mauvais coup. Quand on a bu, on est plus détendu, on peut discuter de choses moins concrètes, on se comprend mieux. Dans une affaire, quand il y a un problème, que ça coince avec un client, on dit « Ivanov n'a qu'à l'appeler, il a bu avec lui ». C'est un critère d'intimité qui est encore valable aujourd'hui. Qui plus est, à tous les niveaux. Je ne sais pas si beaucoup peuvent se vanter d'avoir bu avec le chef du gouvernement ou le président. Mais il y en a sûrement qui l'ont fait. Et à eux aussi, ça doit leur faciliter la tâche. Le régime soviétique lance sa première campagne contre l'alcoolisme en 1928. Partout, des ligues de sobriété voient le jour. Les enfants eux-mêmes sont enrôlés dans la guerre contre la vodka. Mais la chute de la consommation d'alcool se traduit par l'effondrement des recettes de l'État et la lutte contre l'ivresse est abandonnée. Le gouvernement dissout le conseil œcuménique des ligues anti-alcooliques et ferme la revue Sobriété et Culture. Jusqu'en 1936, la production de spiritueux augmente de plus du double par rapport à 1913. Dans les 160 distilleries reconstruites, travaillent vaillamment 15 000 ouvriers stakhanovistes. Bientôt, l'alcoolisme cesse d'être l'apanage des couches populaires pour toucher aussi l'élite du parti. Staline, le successeur de Lénine, qui lui ne buvait pas, apprécie les beuveries nocturnes lors desquelles les langues se délient. Ces fêtes servent accessoirement de baromètre de la confiance. Il n'est pas rare de voir certains convives atterrir le lendemain à la Loubianka, le siège du NKVD. Mais c'est pendant la Seconde Guerre mondiale que la vodka reçoit la bénédiction officielle. Fort de la malheureuse expérience du régime tsariste, Staline n'interdit pas l'alcool après la mobilisation générale. Au contraire, les soldats ont même droit à une ration d'alcool, 100 grammes de vodka par jour. La vodka joue un rôle bien plus important dans la vie d'un Russe que dans celle d'un Européen, à l'exception des Finlandais peut-être. Le problème réside dans la continentalité du climat et de la société. C'est un monde dur, sans nuance. Les gens se méfient les uns des autres. Quand on rencontre un inconnu, on s'attend toujours au pire. C'est pourquoi toute relation a besoin d'être aidée. Pour que puisse s'établir un dialogue, il faut absolument quelque chose qui permette de briser ces réticences. Maintenant, j'ai du mal à parler avec vous, par exemple.
Quand il n'a pas d'alcool, le pouvoir l'a très bien compris. L'homme russe voit soudain les choses sous leur vrai jour. Et quand ce phénomène se produit à une grande échelle, il devient agressif. Tout ce qui était masqué par la vodka, qui permet de supporter des conditions de vie extrêmes, ressort soudain violemment. La vodka est un instrument de pouvoir, bien sûr. Mais c'est aussi un mode de résistance. Le pouvoir demande toujours le maximum au peuple. Mais le peuple, lui, a trouvé une façon de répondre à ça. Notre réponse, c'est qu'on perd connaissance. On se traîne par terre. Venez un peu nous chercher, on est complètement bourrés. Essayez donc de nous réveiller. À la Russie. Il doit y en avoir 17. C'est le prophète qui l'a dit. On tient mieux l'alcool que les Allemands. Pour nous, 3 verres, c'est rien. Ce qui est bon pour un Russe est mortel pour un Allemand. En l'espace de 4 ans de guerre, la vodka devient le symbole de l'amitié sur le front, de la vigueur nationale et du patriotisme russe. Tandis que dans le cinéma d'avant-guerre, la vodka n'est consommée que par des personnages antipathiques ou grotesques, elle devient, après la guerre, l'attribut de l'authentique héros. Dans le film de Sergueï Bondartchouk, Le destin d'un homme, le protagoniste, Andrei Sokolov, avale 3 verres de vodka d'affilée pour démontrer aux fascistes la grandeur de l'âme russe. Закусывай, не стесняйся. Извините, герр комендант. Ну, я и после 2-го стакана не привык закусывать. Depuis, la valeur symbolique du célèbre liquide transparent est incommensurable. Tout le monde en boit, même si chacun attache à ce rituel un sens différent. En buvant dans ces dachas, la nomenclatura du parti affirme son soutien au régime en place. En buvant dans ces logements étriqués, l'intelligentsia libérale exprime, elle, son opposition au système. En buvant sur leur lieu de travail, des millions d'ouvriers témoignent de leur indifférence totale vis-à-vis du système soviétique. La vodka est ainsi devenue la clé de voûte de la paix sociale et de la stabilité du régime. Voici l'unique représentante de la boisson d'antan. La vodka Stolichnaya. Elle représente la nostalgie de l'URSS. Vous en avez bu beaucoup? Oui, bien sûr. Mais on ne la buvait pas parce que l'âme russe est mystérieuse. Je pense même que cette idée a été répandue par les idéologues du KGB. À l'époque, on ne pouvait pas dire que l'homme russe buvait par désespoir, parce que sa situation était sans issue. Et cela dans tout, familialement, au travail. Il savait qu'il n'aurait jamais de voiture, qu'il ne déménagerait jamais de son petit 2 pièces miteux. À mon avis, c'est pour ça qu'il buvait.
Mais leur explication était très bonne. Pourquoi les Russes boivent-ils? Parce qu'ils sont mystérieux. Je ne serais pas étonné que ce soit une brillante trouvaille de la section idéologique du KGB, que ce soit l'un des leurs qui ait inventé ça. C'est parti. Imagine de quoi on aurait l'air si on nous filmait maintenant. On est des types répugnants, des dégénérés. Notre temps est fini. Non, je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas un ivrogne? Non. Tu n'es pas un alcoolique? Non. Moi, je suis un ivrogne. À vrai dire, toi et moi, on représente la fin d'une civilisation. Et pas le début. Pour ce qui est de l'alcoolisme. Tu veux parler de la boisson? Oui. Ira, verse-moi encore 100 grammes. Serre-moi donc. Il me faut encore 100 grammes dans ce verre. Tu me prêtes 10 roubles? Tu m'en offres pour 10 roubles, s'il te plaît? Kostya, tu bois, oui ou non? Sinon, je le vide tout de suite. Tu peux l'ouvrir? Encore 150 grammes. Gorbatchev inaugure sa perestroïka en s'attaquant au fondement de la concorde nationale. Le 17 mai 1985, le comité central du Parti communiste soviétique annonce en fanfare des mesures de lutte contre l'ivrognerie et l'alcoolisme. Après avoir accordé à ses concitoyens des libertés sans précédent, Gorbatchev remet en cause le peu de liberté individuelle dont il jouissait à l'époque de Brejnev, Khrouchtchev ou même Staline. La possibilité de choisir ce qu'ils boivent, quand, où et avec qui. La population n'a le droit d'acheter de l'alcool qu'entre 14 et 19 heures. La vodka est vendue selon un système de coupons, à raison d'une bouteille de vodka par personne et par mois. Les files d'attente se multiplient à travers le pays. Les journaux rapportent des meurtres commis devant les magasins de spiritueux. En l'espace de 2 ans, la fabrication de vin et de vodka chute de moitié. Mais la hausse vertigineuse de la consommation de sucre indique clairement que la fabrication d'alcool maison a pris le relais. On consomme les liquides alcoolisés les plus improbables. Eau de Cologne, lotion après rasage, nettoyant pour vitres, lac, acétone et même liquide de frein. Les plus ingénieux parviennent à fabriquer de l'alcool à partir de la colle et du cirage. De quoi faire sérieusement baisser la cote de popularité de Gorbatchev et de sa perestroïka, bien avant l'apparition de la crise économique et la montée des nationalismes. Le secrétaire général du Parti communiste est surnommé le secrétaire minéral. Pour avoir osé toucher à la vodka, le parti se retrouve dans l'incapacité de mener à bien ses réformes. En 1991, c'est la dislocation de l'Union soviétique. Le président Boris Yeltsin, alcoolique notoire, devient l'homme fort de l'État. Doucement. Tu peux pas dire bonjour normalement?
Je me lève à 9 h, putain. Je vais te tuer, salaud. Vas-y, frappe. En tant qu'ivrogne, je peux te dire que la vodka, c'est de la merde. Ouais, c'est mauvais. L'ivrognerie est une coutume répugnante qui permet d'échapper à la routine du quotidien, de s'en abstraire et de se détendre un peu. Et d'avoir des discussions sur l'art ou d'autres sujets. On va se conduire comme des hommes. On va pas désespérer. C'est le Dostoïevski. Commençons par là. Regardez comme tout est beau ici. Pouvait-on rêver durant les horribles années 70 qu'on verrait ça un jour? Les gens se respectent. Il n'y a pas de bagarre. Ils sont propres. On voit qu'ils se sont lavés les cheveux, qu'ils se douchent tous les jours. C'est la classe moyenne, la nouvelle bourgeoisie. Vous avez devant vous la Russie de Poutine. Ici? Oui. Ils sont allés au cinéma voir un film américain. Ensuite, ils sont allés au billard, puis au café Internet. Ils économisent pour s'acheter un appartement, ils auront bientôt une voiture, ils sont en train de passer leur permis de conduire, et quand on conduit, on ne boit pas. Ce sont des gens totalement différents de nous. Notre Russie, c'est celle de Tvardovsky, de Pasternak, d'Akhmatova, de Brodsky. Et cette Russie est morte. Personne ne boit ici. Tout le monde fait du fric. Je n'arrive pas à parler avec la génération de mon fils. J'ai besoin de vodka pour ça. Et quand je bois, il me regarde comme un pauvre type, comme un vieil ivrogne. Ce qui me sauve, c'est que j'ai plutôt réussi dans la vie, selon leurs critères à eux, leurs critères occidentaux. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas me critiquer trop durement. Mais on pense trop différemment pour parler vraiment. Une des premières réformes de transition vers l'économie de marché du début des années 1990 est l'abrogation du monopole de la vodka. Les conséquences en sont incalculables. Contrairement à la fabrication du vin, qui a toujours été dispersée au niveau régional, celle de la vodka est, dans l'ex-URSS, très centralisée. Bien que confectionnée dans plusieurs républiques, elle a toujours la même appellation et des étiquettes standards. Exemple, Stolichnaya ou vodka de la capitale, Moskovskaya ou Ruskaya, des noms qui expriment on ne peut plus clairement la symbolique de l'Empire et de son centre. Alors que Gorbatchev et Yeltsin se livrent une lutte sans merci pour le pouvoir, ce dernier délivre un message sulfureux. Les régions peuvent prendre autant d'autonomie qu'elles le veulent. L'apparition d'alcools régionaux est le reflet très net de la rivalité économique croissante entre le centre et les régions.
mais le signe vivant de l'affaiblissement du pouvoir central est l'arrivée sur le marché d'une quantité phénoménale de vodka trafiquée. Le monopole d'État, synonyme de restriction, garantissait malgré tout la qualité du produit. Une fois libéralisé, le marché de l'alcool est aussitôt accaparé par le milieu du crime organisé et inondé de marques de vodka d'origine inconnue, souvent dénaturées et conditionnées dans des bouteilles portant une étiquette d'usine. Depuis, acheter de la vodka revient un peu à jouer à la roulette russe. Chaque bouteille, y compris celle qui porte la mention vodka, est potentiellement toxique. Les grands hommes d'affaires boivent peu ou pas du tout. Parmi nos oligarques, par exemple, rares sont ceux qui s'autorisent plus de 3 verres d'alcool fort. À mon avis, ce sont eux qui forment le gros de la clientèle des psychanalystes russes. Les autres règlent ça de façon plus simple et moins coûteuse, entre amis. Non pas que les Russes n'aient pas besoin d'analyse, mais nous la faisons nous-mêmes. Nous nous analysons les uns les autres autour d'une bonne bouteille. Je tiens à dire qu'aujourd'hui, personne n'a de voiture. Elles sont toutes assurées. Tout va bien. On ne prend jamais le volant quand on a bu. 3 verres de vodka, c'est rien. C'est comme un verre de vin. On a fait nos études du temps de l'URSS. Mais au moment où on les terminait, le régime agonisait. On n'a pas connu la désespérance soviétique. On n'en a pas eu le temps. Et dans ce sens, je pense qu'on a eu beaucoup de chance. Pour cette raison ou pour d'autres, on n'a jamais ressenti la nécessité de se saouler, dans le sens russe du terme, jusqu'à tomber, jusqu'à se déconnecter totalement de la réalité. On consacre peut-être trop de temps à notre travail, mais c'est l'époque qui veut ça. On engrange un capital. On veut avant tout épargner pour nous et notre famille, et si on a de la chance, pour nos enfants. Et quand on gagne de l'argent, on n'a pas le temps de boire. Ça ne rapporte rien. On a tendance à tout regarder sous l'angle du profit, à l'exception bien sûr de certains sentiments comme l'amitié ou l'amour, qui sont des choses à part. Mais pour le reste, on fait des affaires. On cherche donc à obtenir le plus grand profit pour nous, pour notre entreprise. Et ça, ce n'est pas profitable aujourd'hui. Et si ce n'est pas profitable, ça ne nous intéresse pas. On est habitué à faire des affaires et dans chaque chose, on veut trouver un plus. Boire n'apporte rien en plus. À la fin des années 1990, les Russes sont las de la vodka frelatée et de leur président imprévisible. L'alcoolisme de Boris Yeltsin, qui, au début de son mandat, rimait avec une certaine convivialité envers le peuple, est une source croissante de mécontentement général. Ce qui explique que l'une des premières actions publiques de Poutine ait été de ne pas boire aux soldats tombés durant la guerre de Tchétchénie. Après son discours, il pose d'un geste décidé le verre sur la table en déclarant ce qui n'a pas empêché les conseillers en images de Poutine d'adoucir son image de germano-russe,
austère et pragmatique. Un seul nouvel alcool est venu garnir les rayons des magasins, la vodka Poutinka. La télévision montre de plus en plus souvent ce nouveau père de la nation. En bon démocrate, il s'est prêté au traditionnel accueil russe, un petit verre de vodka. Si d'aventure, l'âme russe, si mystérieuse, décidait de devenir sobre, elle ne se distinguerait peut-être plus autant de l'âme française ou allemande. Mais la vodka a encore de beaux jours devant elle. Malgré son nouveau vernis européen, le régime n'oublie pas le levier éprouvé de la gestion sociale. La Poutinka est la garantie d'une voix typiquement russe. En Russie, les défunts sont honorés 3 fois, le 3e, le 9e et le 40e jour après leur mort. Selon l'Église, ces jours-là, l'âme du mort comparaît devant le Seigneur. Le 9e jour après la mort de Sacha, dit la douane, ses amis se rendent au cimetière pour boire à la santé de son âme sur sa tombe fraîchement creusée. Arrange les fleurs. Tu es en vacances pour l'éternité. On te rejoindra bientôt. Eh bien, Sacha, l'ami. 100 grammes, comme d'habitude. Ouais. Tiens, prends. Alexandre Mikhailovitch, que la terre te soit douce. On sera bientôt tout près de toi. Allez, Sacha, adieu. On reviendra te rendre visite, Sacha.